Bienvenue à Afrique Presse et meilleurs vœux. Toute l'équipe est ravie de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année. L'actualité sera commentée par Hassan Diop de Radio France Internationale, Valérie Taurin d'Africasie et Francis Laloupeau d'Africa numéro 1. Au sommaire, le Mali, à l'heure des manœuvres politiques. À 6 mois de l'élection présidentielle, le sécurocrate Soumeylou Boubèye Maïga est nommé Premier ministre. Et après 5 ans d'exil au Sénégal, retour triomphal à Bamako pour l'ancien président, Amadou Toumani Touré. Au Sénégal, regain de tension en Casamance ou dans la forêt de Bofa-Bayotte, 14 bûcherons ont été assassinés. Si la chute de Yaya Jammeh, principal soutien des indépendantistes, a affaibli le MFDC, c'est aujourd'hui le trafic de bois précieux qui préoccupe les autorités sénégalaises. À 6 mois de l'élection présidentielle, les manœuvres politiques ont commencé au Mali, accusé par l'opposition de n'avoir pas réussi à rétablir la sécurité dans le nord du pays. Ibrahim Boubacar Keïta nomme le sécurocrate Boubèye Maïga Premier ministre. Ce dernier promet de prendre des mesures fortes pour relever le défi. Reportage d'Ilham Taoufiki. C'est le nouvel homme fort du pays, Soumeylou Boubèye Maïga. Loin d'être un illustre inconnu, ce proche du président malien endosse le costume de Premier ministre. Directement nommé par Ibrahim Boubacar Keïta, le nouveau chef du gouvernement malien est une figure nationale et un poids lourd du régime. Tour à tour, il a été chef des services de renseignement, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense en 2013. Il est surtout l'un des principaux artisans du retour à la démocratie en 1991, après la chute de la dictature de Moussa Traoré. L'homme de 63 ans maîtrise donc parfaitement les rouages de la politique malienne. Une posture légitime et rassurante pour certains, mais également décriée par l'opposition, qui pointe son rôle présumé dans une affaire de surfacturation de matériel militaire, laissant ainsi ressurgir les vieux démons de la corruption malienne. En mai 2014, alors ministre de la Défense, Soumeylou Boubèye Maïga avait été forcé de démissionner après une lourde défaite de l'armée face à la rébellion Touareg. Aujourd'hui, l'homme de réseau en France et en Afrique, au profil sécuritaire, sera en charge de fédérer un Mali rongé par le terrorisme jusqu'aux prochaines élections présidentielles, a priori prévues en juillet 2018. Ce n'était pas le reportage d'Ilham Taoufiki, mais le reportage d'Audrey Herman. Hassan Diop, Soumeylou Boubèye Maïga, l'homme de la situation pour amener la paix dans le nord du Mali, aujourd'hui dans le centre qui est également occupé par les rebelles. Pourquoi pas, mais d'abord, expliquons dans quel contexte intervient cette nomination. Enfin, ça a été évoqué dans le sujet, c'est-à-dire nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a déjà usé au moins 4 premiers ministres avant Boubèye Maïga. Donc on peut penser que c'est une carte en vue donc de cette présidentielle, tout comme le retour triomphal, pleine d'effusion de Amadou Toumani Touré récemment à Bamako après un long exil à Dakar aussi, à mon avis, procède d'une volonté de réconciliation en vue de cette présidentielle. Alors quant au choix de Boubèye Maïga pour régler les problèmes sécuritaires, alors que le dernier rapport de l'ONU sur les questions sécuritaires au Mali tire la sonnette d'alarme sur le fait que cette insécurité tend plutôt à se propager à travers le pays, notamment dans le centre du pays. Donc, difficulté insurmontable, pas seulement d'ailleurs pour Ibrahim Boubacar Keïta, le président, mais aussi pour les partenaires du Mali dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit l'ONU, que ce soit la force française. Alors, quand le nouveau Premier ministre Boubèye Maïga dit que sa priorité est de régler la sécurité, cette priorité est bonne, mais il n'a pas dévoilé sa stratégie, en tout cas un peu à l'image, en tout cas sa stratégie serait un peu ce qu'on avait fait en Algérie, concorde nationale, pardon, etc., etc. Mais on se demande que n'a-t-il fait lorsqu'il est ministre de la Défense il y a 2 ans. Lorsqu'il a été ministre de la Défense il y a 2 ans, et puis il a aussi été ministre de l'Intérieur, etc. Alors, bon, c'est peut-être une carte utile, à mon avis, plutôt qu'une carte de la réussite, d'une réussite politique pour le président malien.
Alors, quelle stratégie, Francis Laloupeau, pour relever ce défi? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, la stratégie porte essentiellement sur la prochaine présidentielle. J'ai l'impression que le Premier ministre qui vient d'être nommé, Boubei Maïga, qui connaît bien la maison Ibeka, est un peu le directeur de campagne de la prochaine campagne présidentielle de Ibeka. Alors, c'est un peu surréaliste parce qu'on est quand même dans un pays où le pouvoir se comporte comme si on était dans une situation post-conflit, alors qu'on est dans un pays qui est en conflit. Toutes les promesses non tenues de Ibeka, je ne sais pas si en 6 mois, Boubei Maïga pourra les réaliser. Parce qu'on est quand même en fin de mandat et rappelons que Ibeka a été élu essentiellement sur l'engagement de restaurer l'intégrité territoriale du Mali, de restaurer l'autorité de l'État, de mettre en place une politique de l'emploi, une politique économique permettant de créer 800 000 emplois, on les cherche toujours, d'endiguer la corruption. La corruption, évidemment, s'est étendue d'une manière spectaculaire. Et l'insécurité, qui est au centre de toute chose au Mali, s'est étendue à plusieurs régions du pays aujourd'hui. Donc, on a plutôt une dégradation de la situation sécuritaire, ce que reconnaît d'ailleurs l'actuel Premier ministre, Boubei Maïga. On a une difficulté d'ailleurs à organiser des élections cette année, puisque les élections locales ont été reportées à 2018. Et le doute, évidemment, plane sur ces élections. On se demande si l'engagement de la prochaine présidentielle sera tenu en temps et en heure. Voilà donc le chantier face auquel se trouve ce Premier ministre qui pourrait difficilement réaliser, en l'espace de 6 mois seulement, toutes les promesses non tenues du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui aujourd'hui se retrouve dans un seul périmètre de Bamako. C'est un pouvoir aujourd'hui qui se retrouve sur un îlot, qui est l'îlot bamakois, et qui se comporte en fait comme s'il était, évidemment, c'est une sorte d'artifice de pouvoir qui feint à s'étendre à tout un pays, alors qu'on sait très bien que dans le Nord, ne serait-ce que dans le Nord, 28% simplement de l'administration est présente sur cette partie du pays. Alors, il y a également le centre aujourd'hui qui est occupé. Le centre également qui est occupé. Donc nous sommes dans une situation très particulière. Je finirai en disant que le Mali aujourd'hui, au fond, la situation politique au Mali, renvoie simplement, à une sorte de gouvernorat qui serait donc installé à Bamako. C'est une co-gestion aujourd'hui entre le pouvoir élu, le pouvoir de Ibeka, l'opération Barkhane qui est en place, la MINUSMA, les forces de l'ONU. Donc il y a une sorte comme ça, de... c'est un peu curieux d'observer le comportement des acteurs politiques maliens qui font comme s'ils étaient dans un pays ordinaire, alors qu'on est dans un pays aujourd'hui qui pose, sur lequel on s'interroge, on se demande d'ailleurs quel sera l'avenir de ce pays. Il y a des questions existentielles qui se posent carrément pour ce pays. Et face à cela, on a une sorte comme ça, de déni, de réalité, d'artifice de pouvoir. Eh bien, écoutez, moi, je vais terminer en disant simplement que Boubei Maïga aura fort à faire, mais il me semble que Boubei Maïga n'est pas venu, en fait, pour tenir les promesses de Ibeka. Il est venu essentiellement pour organiser des élections. Et si, évidemment, le seul engagement est de gagner une prochaine présidentielle, eh bien, le Mali continuera, évidemment, à prolonger cette espèce de pouvoir artificiel auquel nous avons affaire aujourd'hui. Alors, Valérie Taurin, Ibeka n'a pas encore annoncé qu'il était candidat, mais on se doute bien qu'il briguera un second mandat. L'opposition appelle à une candidature unique pour justement faire échec à Ibrahim Boubacar Keïta. Y a-t-il une personnalité qui incarne aujourd'hui l'opposition au Mali ? Très honnêtement, comme ça, et à brûle-pourpoint, je ne sais pas. Moi, ce que je trouve délicat, c'est qu'effectivement, qui que soit la personnalité qui sera demain au pouvoir, qu'elle soit, que ça soit une alternance ou pas, le problème restera, parce que peut faire un chef de l'État aujourd'hui au Mali? Et je crois que Francis a assez bien brossé la situation. En fait, il s'agit on est dans un pays de manœuvre où on a totalement oublié les engagements, où en tout cas on se révèle totalement incapable de les tenir, notamment les engagements de l'accord d'Alger. Donc ça exclut de fait 50% du pays. Et puis dans les 50% qui restent, eh bien ça grenouille alors entre effectivement le candidat de l'ADEMA qui est peut-être qui peut s'allier avec un tel ou autre tel. Mais je trouve que c'est pas ça qui est intéressant. Ça, c'est faire de la politique politicienne. Moi, je pense que la question qu'il faudrait se poser,
c'est à partir de quand est-ce qu'on va se mettre à travailler effectivement, j'allais dire que le président vienne au bureau pour gouverner son pays et non pas pour essayer de concilier, de faire des rencontres diplomatiques qui finalement ne servent à rien. Il faut se mettre au boulot. Et il a finalement quelqu'un qui, avec ses compétences en termes de sécurité et puis aussi ses qualités de diplomate, parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères, pourrait peut-être essayer de reprendre langue avec un certain nombre de gens qui, pour le moment, sont exclus et entretiennent l'instabilité. Sans pour autant se livrer non plus pieds et poings liés. Assane Diop, reprendre langue, ce serait appliquer à la lettre l'accord d'Alger. Oui, mais l'accord d'Alger, encore une fois, je pense que, bon, Francis, effectivement, a brossé un tableau assez complet, mais je trouve que Francis est trop sévère quand même avec Ibrahim Boubacar Keïta. Il l'a dit d'ailleurs implicitement en disant que il n'est pas totalement maître du jeu. Ibrahim Boubacar Keïta est président malien, mais il n'incarne pas toute la souveraineté, hélas, de ce pays. Car ce pays, l'un des piliers de la souveraineté, c'est la sécurité. Or, cette souveraineté est déléguée aussi bien à l'ONU qu'à travers des accords qu'il a lui-même signés avec François Hollande ou même son Diokounda Traoré, qui était le président par intérim. Voilà, pendant la transition, pour qu'on bloque l'avancée des djihadistes vers Bamako. Donc, c'est un président finalement qui n'a pas les pleins pouvoirs. Et donc, on ne peut pas non plus aujourd'hui dresser un bilan d'IBK sans tenir compte de ces paramètres, du fait de ce paramètre principal qui n'est pas seul maître du pouvoir. Donc, il est obligé de naviguer. Il est obligé même parfois de faire des propositions qui paraissent parfois, je dirais, en dehors de la réalité, telles que cette révision constitutionnelle, qui peut-être aussi est l'une des explications du renvoi du Premier ministre précédent. Il a échoué. Il a fait plusieurs propositions qui ont échoué, qui n'ont pas abouti au niveau de forums, de conférences nationales post-accord d'Alger de 2015. Et tout ça, ça ne marche pas. Donc finalement, IBK cherche à exister. Et quand on dresse aujourd'hui le bilan de son premier mandat, je pense qu'il ne faut pas lui imputer totalement la responsabilité des échecs. Si, moi je viens plus de la responsabilité parce que c'est lui qui est aux commandes de l'État. Il aura fait ce qu'il aurait pu faire. Oui, mais dans la réalité, Francis, vous savez bien qu'il n'est pas maître du jeu. C'est que Paris est autant maître du jeu que Bamako dans cette affaire. Alors, qu'il ne soit pas maître du jeu, j'entends bien Assane Diop, mais la question c'est que... Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il s'en accommode. Que fait-il pour reconquérir davantage de souveraineté et étendre, je dirais, son autorité à la fois au sommet de l'État que sur l'ensemble du territoire malien. Il faut malien. Mobiliser des troupes, avoir les moyens de contenir les attaques, les terroristes. La question est de savoir est-ce qu'on s'accommode de l'impuissance du pouvoir ou pas. Mais bon, pour revenir à Boubèye Maïga, le Premier ministre, il y a quand même quelque chose de paradoxal. Voilà un homme qui, en 2014, a dû démissionner parce qu'il fallait qu'il prenne acte de la défaite des forces armées maliennes face aux rebelles à Kidal. Et qui revient aujourd'hui et qui devient l'homme dépositaire de la capacité de l'État à résoudre la question sécuritaire dans le Nord et ailleurs et à appliquer des accords de paix qui, évidemment, piétinent depuis plusieurs mois. Alors, c'est une sorte de paradoxe, mais on n'est pas un paradoxe près au Mali, parce qu'on a parfois l'impression que les acteurs politiques maliens, pouvoir comme opposition, prétendent de temps en temps qu'il fait jour à minuit. Alors, c'est ça la question. Valérie Taurin, autre actualité malienne, c'est le retour d'Amadou Toumani Touré, l'ancien président de la République, qui est en exil pendant 5 ans à Dakar. Un joli coup politique d'IBK. Oui, effectivement, ça va permettre de satisfaire une partie de la population, une partie des électeurs, on va dire. Donc, c'est un coup politique. On est encore dans la politique politicienne. On a totalement oublié l'économie, toutes les choses qui font marcher le pays. Mais ça, pour faire des coups, ouais, pas mal, j'avoue. Vous voulez ajouter quelque chose, Francis Elopo ? Ce retour était un peu baroque. Ce sont des petits arrangements entre amis qui me semblent tellement superflus par rapport aux grands enjeux auxquels est confronté ce pays. L'enjeu sécuritaire est colossal, est énorme. Le Mali est en train de devenir... Il faut peut-être rappeler que ATT avait été lui-même renversé en 2012 pour n'avoir pas réussi à éviter la crise dans le Nord. Oui, la crise dans le Nord, c'était quand même les rebelles d'abord. Les rebelles qui avaient quitté le giron de Kadhafi avec armes et bagages, et puis qu'ensuite
ensuite lesquels rebelles Touaregs allaient être délogés par les djihadistes, leurs petits frères ou leurs grands frères. Mais un petit arrangement entre amis, parce que voilà, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, ATT était quand même accusé de tous les maux, de haute trahison. Voilà, on a affaire à cette classe politique où on s'accuse, on s'auto-amnistie, on s'arrange entre soi, on organise des petites kermesses locales pour des élections, etc. Tout ça est très bien. Je pense que la question centrale aujourd'hui, à 6 mois de l'élection, c'est simplement de regarder lucidement ce bilan de IBK. Il aura tenté de faire, évidemment, ce qu'il aura pu, mais sur quoi va se fonder, je dirais, l'argument de campagne, sur quels arguments plutôt va se fonder la campagne électorale de l'IBK? Sur quel bilan? Parce que la question, c'est une chose est de vouloir empiler, autre chose, c'est simplement de regarder son bilan tel qu'il est. Et c'est vrai que les promesses n'ont pas été tenues, et rien que pour cela, il faudrait peut-être penser simplement à ce qu'il tire sa révérence et qu'il laisse d'autres équipes dans ce pays pouvoir prendre le relais, pas forcément dans cette classe politique. Alors, justement, c'est ce que lui propose l'opposition. Alors justement, je suis entièrement d'accord avec Valérie, je m'interroge. Est-ce qu'effectivement ça sera mieux? Est-ce qu'aujourd'hui, sur la scène politique malienne, y a-t-il un pilote capable de piloter le Mali en tant que président? La question reste posée. On en reparlera d'ici le mois de juillet. Regain de tension en Casamance au lendemain de l'assassinat de 14 bûcherons dans la forêt de Bofa-Bayotte. Suspectés par le pouvoir, les indépendantistes du MFDC condamnent le massacre. Le reportage d'Ilham Taoufiki. Dans une concession à Ziguinchor, une famille en état de sidération. Mamadou Diallo a encore du mal à réaliser. Son père ne rentrera pas. Comme plusieurs fois par semaine, il s'est rendu avec une dizaine de ses compagnons dans la forêt de Bofa-Bayotte pour chercher du bois de chauffe. Mais il est tombé, sur des hommes armés. Il n'avait pas le choix, il n'a pas trouvé le travail ici, dans la région, ici à Ziguinchor, dans la ville. Et il est obligé d'aller en brousse, puisque c'est dangereux, on sait que c'est dangereux, mais on n'a pas le choix. Il est parti pour chercher le bois de feu. Son père a été abattu à bout portant, comme 13 autres hommes. 9 personnes sont blessées. Amadou Diallo, lui, y a réchappé, presque miraculeusement. Ils nous ont demandé de les suivre. Une fois dans la forêt, ils nous ont demandé de poser nos vélos, d'enlever nos chaussures, de nous coucher par terre, et ils ont commencé à nous tirer dessus. À Ziguinchor, comme dans le reste du Sénégal, c'est journée de deuil national, de funérailles et de recueillement. Mais une question lancinante subsiste. Qui sont les hommes à l'origine de la tuerie? Le MFDC, la rébellion casamançaise, soupçonnée par certains d'être mêlée au drame, a démenti toute responsabilité et condamné le massacre. Les regards se tournent désormais vers d'éventuels trafiquants de bois. Les forêts casamançaises regorgent de bois précieux et protégés, attisent toutes les convoitises, tous les trafics. La chute de Yahya Jammeh, principal soutien du MFDC, avait suscité l'espoir d'une nouvelle ère entre Casamance, région minée par 36 années de conflits sur fond de guerre indépendantiste. Désormais, c'est le trafic de bois précieux qui préoccupe les autorités locales et les affrontements entre l'armée et indépendantistes. Assane Diop pourrait reprendre. Oui, enfin, pourrait reprendre. En tous les cas, si on part de cette affaire, de ce regain de violence absolument hallucinant et atterrant, pour l'instant, on ne sait pas qui sont les responsables. Donc, l'hypothèse avancée aussi bien par les séparatistes que par certaines sources à Dakar, c'est une filière mafieuse de trafic de bois de teck. Le teck qui est utilisé notamment dans la construction navale, de yachts de luxe, etc. Alors, l'enquête dira ce qu'il en est. Je pense que depuis 2012, normalement, les séparatistes observaient une espèce de paix des braves, donc depuis la fin du règne d'Abdoulaye Wade, depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. Et ces dernières semaines, on sait que des séparatistes, avec l'intervention de Sant'Egidio, cette congrégation religieuse romaine qui joue un peu les organisations de paix et qui assure des médiations en Afrique, étaient parvenus à obtenir la libération donc de 2 dirigeants séparatistes. Donc voilà, et on sait très bien que souvent, et j'en terminerai, souvent dans un environnement où il y a de la guérilla, des mouvements séparatistes, toujours derrière, il y a des mafieux.
il y a des intérêts, il y a comme en Centrafrique, bon, en Casamance c'est le bois de teck, en Centrafrique c'est le diamant, c'est l'or, c'est ce qui est arrivé récemment dans des exactions à Paoua, dans une des régions du pays. Donc je ne serais pas effectivement surpris de cette hypothèse de groupes armés mafieuses qui effectivement défendent leur territoire, et surtout que ce bois était dans une zone préservée, dans un parc naturel. Francis Lelbo, que faut-il penser des propos du président de l'association des Casamançais, Pierre Goudiaby, Atepa, qui a déclaré que si des noms leur étaient demandés, il les donnerait, sous-entendu, les commanditaires sont connus. Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, il y a un débat au Sénégal, cette focalisation sur des commanditaires. Je pense que l'important pour l'instant, c'est d'abord de retrouver les auteurs, avant même de penser aux commanditaires, quoi. Parce que c'est une manière de déplacer un peu, le problème. Pour l'instant, l'État se concentre sur la recherche des auteurs. Et pour la première fois, dans une affaire casamançaise, on constate une forme d'unanimité dans le pays. Pouvoir comme opposition, on s'associe évidemment pour condamner. Y compris Khalifa Sall du fond de sa cellule. Exactement. Et même le MFDC, d'ailleurs, a publié un communiqué officiel pour condamner ces actes, évidemment, très violents. Moi, je m'associe à ce que vient de dire totalement Assane Diop. C'est vrai qu'en fait, depuis quelque temps, on a oublié le conflit casamançais. Mais le conflit n'est pas éteint. Ce conflit existe toujours. On parle de conflit de basse intensité, évidemment. Il y a une sorte de paix de braves comme ça, ou d'accalmie, en tout cas, qu'on observe depuis quelque temps. Mais il ne faut pas oublier que la Casamance est restée une zone de conflit, donc avec à maints endroits de la Casamance l'absence d'État, l'absence de l'administration, des déserts administratifs. Et on le sait, dans un pays fragile, dans une région fragile, quand l'État est absent en certains endroits, se développent ce qu'on appelle des zones grises. Et c'est une zone grise, évidemment, qui favorisent les trafics en tout genre, les groupes mafieux. Donc voilà, l'hypothèse la plus plausible aujourd'hui, c'est un règlement de compte entre bandes rivales autour, évidemment, de bois de teck fortement convoité, règlement de compte, évidemment, dans des zones où l'État a reculé, où l'État a été absent pendant plusieurs années. Oui, il y a des voisinages néfastes aussi, parce que là, cette attaque est intervenue. Cette affaire rappelle simplement qu'il faut qu'on règle définitivement la question casamançaise et qu'il faut normaliser cette région et la mettre, je dirais, restaurer une sorte de continuité de l'État, de Dakar jusqu'à Ziguinchor. Valérie Taurin, on se souvient des propos d'Abdoulaye Wade, qui avait dit qu'il se donnait 100 jours pour régler la crise casamançaise. On se rend compte que ni Abdou Diouf, ni Abdoulaye Wade, ni Macky Sall ne sont parvenus à résoudre la crise casamançaise. Ça voudrait dire que cette affaire relève de la crise casamançaise, ce dont je ne suis absolument pas persuadée. Je pense que, évidemment, les acteurs politiques, c'est un petit peu comme Boko Haram au Nigeria. Il se passe quelque chose au Nigeria et d'un seul coup, on dit c'est Boko Haram, on a affaire à du terrorisme international, il y a Daesh, Al-Qaïda et le gros méli-mélo. Là, il se passe quelque chose en Casamance. Tout de suite, on dit ah bah oui, le MFDC, on reparle du malheureux Diamacoune Senghor qui est décédé depuis bien longtemps. Je ne crois pas que ça soit une affaire d'irrédentisme. Je crois que c'est une affaire de grand banditisme, peut-être de règlement de compte entre bandes rivales, peut-être une affaire de trafic de teck, peut-être une affaire de cannabis, parce que la grosse production du coin, c'est quand même le cannabis, le shit et le reste. Donc moi, je ne crois pas qu'il faille dire que c'est le conflit casamançais. Alors évidemment, ça fait de la pub à des gens dont on n'a pas parlé depuis des années, les Nkrumah Sané, etc. Tout le monde remonte un peu parce que tout le monde est remis en selle par cette affaire. Y compris les médiateurs casamançais, d'ailleurs. Y compris les médiateurs. Et tout le monde va... Alors, il va y avoir des réunions, des per diem distribués à gauche, à droite. On va dire, ben voilà, il faut un peu d'argent pour le business, que tout le monde... Ça va remonter un peu un business politique, alors que je crois que c'est une affaire de grand banditisme et qu'il faudrait, c'est vrai, comme dit Francis, un peu plus d'État, un peu plus de police. C'est donc l'armée qui est en première ligne. Non, justement. Alors, évidemment que l'armée, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de présence sécuritaire, mais rappelons tout de même que la zone où l'attaque est survenue, à quelques dizaines de kilomètres de Ziguinchor, l'une des métropoles régionales, parce qu'il y a plusieurs régions en Casamance depuis le dernier découpage, c'est quand même non loin de la frontière de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est un État sans État. Ah oui. C'est un narco-État. C'est un État qui n'existe pas. Donc, il peut y avoir aussi des groupes organisés de l'autre côté de la frontière qui opèrent également en territoire sénégalais. Et c'est sûr qu'il faut des moyens colossaux
pour arriver, évidemment... On avait pourtant pensé que la chute de Yahya Jammeh assécherait. Oui, mais ça, c'est le côté gambien. Ça, c'est le côté, parce que la Casamance est pris en tenaille entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Alors, évidemment, entre deux États qui étaient naguère pourris, il y en a un seul qui est resté pourri, c'est la Guinée-Bissau. La nécessité du retour de l'État sénégalais mais alors, il faut... plus fortement en Casamance. Probablement. Et ça passe par l'extinction du conflit casamançais. Oui, mais alors ce conflit, en tout cas, depuis 2012, Francis, il faut admettre que c'était le grand calme. C'est-à-dire, depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall... C'était ni guerre ni paix. Hein. Voilà, c'était ni guerre ni paix, mais il y avait quand même des négociations en coulisses, puisqu'il y a encore 2 semaines, 2 séparatistes casamançais qui étaient en prison ont été libérés. Donc, effectivement, qu'il y avait cette préoccupation de ramener la paix en Casamance, mais je crois que finalement, la situation, en tout cas concernant le séparatisme, c'est plus ou moins calmé, c'est même plus calmé que moins sous Macky Sall, alors que sous Abdoulaye Wade, qui prétendait régler le problème en quelques jours, eh bien, c'était constamment la violence. Ça sera le mot de la fin. C'est la fin d'Afrique Presse. Nous avons une pensée pour Brigitte Ducorneau, qui nous a quittés il y a 3 semaines. Tous les vendredis, elle prenait soin de notre maquillage. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Valérie Thorin d'Africasie et à Francis Laloupeau d'Africa numéro 1. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.